qu'est-ce que c'est réellement ce deuxième cerveau? Je crois qu'il y a beaucoup de confusion dans cette terminologie de deuxième cerveau. Lorsque j'en parle à mes patients, par exemple, oui, il y a un deuxième cerveau dans le ventre, mais qu'est-ce que c'est que ce deuxième cerveau? Oui. C'est le professeur Gershon qui a introduit cette notion de deuxième cerveau. On sait à présent qu'il y a plus de fibres nerveuses dans le ventre qu'au niveau du cerveau. Et il faut savoir aussi que la masse de nerfs que l'on a dans notre ventre est apparue avant le cerveau. C'est dans l'embryon, le cerveau se détache beaucoup plus tard dans la création du fœtus. Donc en fait, moi je dirais que le premier cerveau, c'est le cerveau qui part du plexus du plexus solaire qui est ici au plexus lombaire. Et c'est qu'après que donc il y a une protubérance qui se libère. Bon, bref, que ce soit le deuxième cerveau ou le premier cerveau, c'est cette masse de nerfs. On fait souvent la confusion entre deuxième cerveau quand on parle de microbiote. Ah oui, je sais, ça existe le deuxième cerveau. Le microbiote et le deuxième cerveau et l'intestin sont trois choses différentes. D'accord. Je n'ai pas discuté avec le professeur Gershon, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je pense qu'il voulait dire que la quantité de nerfs qu'il y a dans le ventre était supérieure ou égale à ce qui est contenu dans notre cerveau. Mais il ne parlait pas du microbiote, il ne parlait pas de la muqueuse digestive. Les fibres nerveuses partent de la muqueuse digestive et vont vers l'organisme dans son entier. Et il faut bien différencier deuxième cerveau, microbiote, muqueuse intestinale, si on veut bien comprendre les choses. Sinon, c'est une confusion totale et on ne peut pas dire que l'alimentation va intervenir sur le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau ne va faire que transmettre les informations que la muqueuse digestive a enregistrées avec le microbiote pour l'envoyer quelque part dans l'organisme. Je pense que comme ça, on va mieux comprendre les choses et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la muqueuse intestinale avec son microbiote qui va enregistrer les informations alimentaires et les dispatcher sur l'ensemble de notre corps. Un peu, pour ceux qui sont parisiens, le Rungis, je dis souvent que notre intestin, c'est le Rungis de Paris. C'est lui qui va capter les aliments qui vont venir par différentes autoroutes, aller sur Rungis, et à partir de Rungis, Rungis dispatche sur l'ensemble de la France du Nord. Voilà. Donc, bien séparer les autoroutes du centre distributeur qui est Rungis et des voies qui partent de Rungis. Nous avons là plusieurs voies qu'il faut bien connaître, qu'il faut bien séparer si on veut bien se soigner et prévenir les maladies. Quand j'ai commencé, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a 5 ans à peu près, je disais à mes patients, le cerveau dirige tout. Si vous êtes énervé, les influx arrivent du cerveau, vous êtes très énervé, et puis ça va dérégler votre corps. C'est ce que je disais jusqu'à les années 2007-2008, au moment où j'ai découvert le microbiote. Et tout ceci est faux, tout ceci est remis en question, c'est pas qu'il est remis en question, on a dosé, compté les influx qui montent au cerveau, qui descendent du cerveau. Donc, disons que pour moi, jusqu'en 2007, je disais que les informations nerveuses venaient à 100% du cerveau. Il faut oublier ce schéma. Il faut imaginer que dans son corps, il y a 4 routes. Une autoroute à 4 voies. Je vais en ajouter une 5e pour le cerveau. L'intestin utilise 4 voies pour envoyer ces informations. Ça correspond à ces 70% d'informations qui vont vers notre corps. D'accord. 70%. Il y a si peu de temps, on disait que le ventre subissait. Docteur, j'ai mal au ventre. C'est rien, c'est nerveux. Arrêtez de vous faire du souci et votre ventre va être réglé. Ça se dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2016.
jusqu'en 2017. Docteur, j'ai mal au ventre. C'est rien, ça va passer. C'est le stress. C'est le stress. Ne pensez plus aux soucis, oubliez tout ça, et tout va aller pour le mieux. Je vais vous faire une fibroscopie, je vais vous faire une coloscopie. Mais la fibroscopie, la coloscopie ne montre rien. C'est à l'intérieur de la cellule. Un polype ou un cancer, vous allez le voir. Mais ces petites bactéries avec nos formidables fibroscopes ne voient rien, absolument rien. Voilà où on est la gastro-entérologie actuelle. Donc, notre intestin utilise 4 voies pour envoyer ces informations. La voie du nerf vague, qui est utilisée aussi par le cerveau. Donc, il y a une voie descendante et une voie montante. C'est le fameux nerf vague. C'est la voie que va utiliser, par exemple, le système immunitaire dont on avait parlé tout à l'heure. Le système immunitaire va utiliser cette voie-là pour envoyer ces anticorps fabriqués par la cytokine. C'est la voie principale pour l'inflammation lymphoïde, lymphocytaire. Okay. À côté, il y a la voie sanguine, qui envoie tous les neuromédiateurs qui vont être synthétisés. Et là, je ferai un chapitre sur la sérotonine, l'exemple parfait de ce que nous savons maintenant sur la régulation entre le cerveau et l'intestin. J'y reviendrai tout à l'heure. La fabrication d'hormones, donc la sérotonine, c'est la 3e voie, et la voie nerveuse, qui est une voie, par exemple, réflexe. Vous allez manger quelque chose de pas bon, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, l'organisme va déclencher une réaction de réflexe, vous fait vomir pour éliminer le produit toxique que vous avez avalé. Sinon, diarrhée, complications, maladie. Donc, il y a une voie nerveuse qui part directement de l'intestin. Si elle sent quelque chose ne va pas, elle va très vite mettre en route un système de défense ultra rapide, éliminer le corps étranger. Voilà les 4 systèmes, l'autoroute qu'utilise l'intestin pour faire passer ces messages. D'accord. Donc à partir de là, on comprend donc pourquoi le microbiote agit donc sur nos comportements, et vous l'avez déjà abordé tout à l'heure, a une incidence du coup avec le stress. Exactement. Donc le stress est régi en partie par la sérotonine. Oui. Okay. En 2006, quand je faisais mes schémas, la sérotonine dans votre cerveau n'est pas assez bien, n'est pas assez équilibrée. Vous allez prendre de Prozac, vous allez prendre ça, voilà, pour équilibrer le cerveau. En fait, tout ne se passe pas comme ça. On sait maintenant que l'intestin va fabriquer la majorité de la sérotonine que nous trouvons dans notre organisme. Ce n'est pas le cerveau qui fabrique les produits du stress. Le dosage de la sérotonine montre qu'il y a plus de sérotonine dans notre intestin que dans notre cerveau. Les plaquettes, vous savez, c'est cette petite cellule qui empêche les saignements, qui se colle contre la paroi. Ces plaquettes vont être imbibées de cette sérotonine, et cette sérotonine va se retrouver dans l'ensemble du corps, puisque les plaquettes inondent notre corps entier. Donc nous sommes loin de la sérotonine dans le cerveau. Nous sommes loin de dire que toutes les mauvaises influx nous arrivent, nous avons sur la tête notre patron, notre époux, notre conjoint, notre ami, etc., qui viennent nous harceler. Non, il y a du stress qui vient d'en bas, et nous savons, je vous le mettrai dans une pièce jointe pour comprendre un peu quelle bactérie agit là-dessus, mais nous savons que certaines bactéries de notre intestin fabriquent de quoi équilibrer cette fabrication de sérotonine. D'accord, la réguler donc. La réguler. Nous avons l'exemple du Canada qui a été assez en proue dans ce domaine, qui a accepté d'expérimenter un produit franco-canadien qui est le probiotique, qui est un ensemble de bactéries qui a l'air de marcher puisque l'étude se poursuit. Ils ont permis aux étudiants stressés en période d'examen de prendre ce genre de probiotique. Le nom lui-même, c'est probiotique, pour ceux qui veulent en acheter. Le probiotique est utilisé au Canada, remboursé par la Sécurité sociale, parce que la Sécurité sociale est entrée dans le jeu.
Et la Suisse a accepté de suivre le chemin du Canada, et je crois que la Belgique le fait aussi. Donc nous avons vu le problème du stress, comment il est régulé. Oui. On peut aborder peut-être le lien entre microbiote et autisme, qui est assez intéressant à développer. Oui, là on va un petit peu plus loin dans le schéma de l'intestin. Nous sommes dans la voie ascendante, toujours. Rappelez-vous donc, le schéma que nous avons vu tout à l'heure. Les choses ne sont pas sûres à 100% actuellement. Nous sommes dans le domaine de la recherche. Les Allemands sont forts là-dessus et pensent que lorsque notre alimentation est mauvaise, elle va détruire la paroi de cet enfant qui est prédisposé à l'autisme, et nous verrons chez l'enfant les premiers signes digestifs apparaître très tôt. Dans cette salle d'attente, nous avons vu des enfants de 2 ans avoir des grosses crises douloureuses intestinales, et je pourrais vous dire que ma femme a très vite reconnu la possibilité d'autisme chez cet enfant. Difficulté d'élocution, troubles digestifs. Ça s'est terminé aux urgences par une pancréatite aiguë. L'autisme est, semble-t-il, un ensemble de choses, mais où l'alimentation joue un rôle. Et certains, comme les Australiens, les Américains du Sud, utilisent un régime que l'on appelle GAPS, que je vous mettrai en pièce jointe pour pouvoir découvrir un petit peu, prendre des notions de ce que c'est qu'un régime GAPS, qui permet d'éviter certaines choses pour éviter d'irriter encore plus l'intestin de ces autistes. Troubles digestifs chez un enfant qui n'a pas l'air de parler correctement, qui a des difficultés à faire une petite phrase de 2-3 mots, immédiatement il faut penser possibilité de troubles de concentration, de troubles autistiques, de l'ordre autistique. Les Américains sont aussi en avance là-dessus, puisqu'ils nous poussent, ils nous ont obligés à changer la codification, et pour accepter que le mot autiste apparaisse dès l'âge de 12 ans, ce qui n'était jusqu'à présent pas possible au niveau de définition psychiatrique. Puisque nous, en France, par exemple, lorsqu'on allait voir un pédiatre, « Oh, ça va se passer, ça ira mieux, vous allez voir, en grandissant, ça va aller mieux. » Et bien, c'est une erreur fondamentale de dire que ça va aller mieux. Ça va aller mieux, il y a qu'à, faucon, etc. Tout ça, c'est une irresponsabilité du corps médical sur ce sujet. Il n'y a pas de yaka, il faut prendre en main cet enfant et le suivre, peut-être changer son alimentation, déjà le prendre en main par une psychologue certifiée dans le domaine de l'autisme, et donc être assez directif. Alors, on s'inquiète aussi du nombre croissant d'autistes. En fait, la classification de ce qu'on appelle DSM, c'est une classification internationale où il y a une classification des maladies. Donc l'autisme est devenu j'aime pas ce mot péjoratif, de tiroir où l'on a mis plusieurs choses. Difficulté de concentration, difficulté de mémorisation, agitation, troubles digestifs. Donc on a mis tout ça, et ce qui fait que une multiplication des signes, un dépistage très tôt à l'âge de 2 ans, fait qu'il y a de plus en plus d'autistes. Mais ce n'est qu'un phénomène mécanique, ce n'est pas que la vie actuelle en 2017 qui fait que la vie est plus dangereuse et qu'il y a plus d'autistes. Non, c'est juste que le diagnostic est fait plus tôt et qu'on a mis plusieurs choses, une difficulté de concentration ou de mémorisation, est mis dans la classification autiste. Peut-être dans 3, 4, 5 ans, les choses vont s'éclaircir, mais il faut être très vigilant. Ce qui a attiré l'attention du service hospitalier où on a envoyé, comment avez-vous fait le diagnostic d'autisme chez un enfant qui... Ça s'est confirmé avec les psychologues. Parce que du microbiote, je me suis intéressé très tôt à ce qui se passait au niveau de la muqueuse, et que un chercheur allemand avait vu qu'il y avait un lien, que j'ai fait la remarque au service de pédiatrie de Necker, qui est le
top niveau et ils m'ont invité à participer à ce qu'on appelle réunion du staff pour cet enfant. Ce qui revient à dire que muqueuse intestinale et microbiote, c'est le centre, un organe à part entière, aussi important, je le répète, mais il faut le répéter, que c'est un organe à part entière, c'est un trésor qu'il faut préserver, qu'il faut surveiller aussi. Hein. Il doit avoir des réflexes que, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne me sens pas bien, j'ai mon estomac qui gargouille, j'ai un petit peu de diarrhée. Donc c'est un signe qui veut dire, attention, si vous voulez, je peux parler de cette réflexion, comment ça va. Comment ça va, c'est essentiel de demander à quelqu'un comment il va. Comment il va aux toilettes. Ça vient de l'époque des Romains qui allaient aux toilettes ensemble. Et chacun se posait la question et voyait ce qui allait ou ce qui n'allait pas immédiatement. Donc c'est une journée qui était faste ou néfaste. Et un trouble digestif, ça veut dire que la personne est en mauvaise ou pas très bonne santé. Alors, ceci se rapproche un peu du gluten. Le gluten aussi est une pathologie de la membrane. Le gluten, mais je préfère dire de suite que c'est une maladie rare. Tout le monde a son trouble de gluten, y compris mon fils, donc je peux le dire. J'ai du mal à digérer sans le gluten. C'est vrai qu'une alimentation sans gluten permet à l'intestin de fonctionner plus simplement. Mais sans gluten, notre pain ne serait pas le pain que nous mangeons. Bien que depuis que je connais le microbiote, je mange de moins en moins de pain. C'est une maladie rare. Chez un enfant qui a diarrhée, constipation, la courbe n'est pas bonne, ou on détecte une anémie, il faut y penser. Mais chez un adulte qui subitement n'avait jamais de problème, tout d'un coup il dit je suis malade parce que j'ai mangé du gluten, laissez-moi en douter un petit peu. S'il veut améliorer sa digestion, il peut éviter le gluten. Mais il ne peut pas devenir malade à 40 ans et dire je suis allergique au gluten. C'est pas possible. Et puis il y a un geste simple qui est une prise de sang où on voit ces anticorps qui sont libérés par le tissu lymphoïde. Je vous rappelais tout à l'heure que le tissu lymphoïde va fabriquer des anticorps et donc qui vont nous protéger contre cette maladie. Et dans le cas du gluten, c'est l'anticorps endomycium, niveau IgA, qui est l'anticorps qui est fabriqué pour essayer de lutter contre cette apparition de maladie du gluten. Voilà. Nous pouvons conclure, je crois, sur le sujet qu'il y a un lien très étroit qu'il ne faut pas oublier entre cerveau et intestin. Je dirais qu'il y a un lien très étroit entre intestin et cerveau, puisque l'intestin a pris la priorité sur le cerveau. Si on veut soigner ces troubles nerveux, soignons d'abord nos troubles digestifs. Ce n'est pas nos nerfs qui ont donné les troubles digestifs. C'est la vie difficile, une alimentation... vous connaissez le problème des gens qui travaillent, qui mangent un tout petit peu entre 1h et 1h10 sur un coin de table, très vite. C'est ça qu'il faut régler. Ce n'est pas déstresser. Et on peut peut-être citer ce cas du plaisir. On pourra y revenir tout à l'heure. Lorsqu'on a pris un bon déjeuner chez les Trois Gros ou chez d'autres, quand on se lève de table, on a bien mangé, on a mangé délicatement, on a pris un petit peu de vin, très peu, disons un demi-verre, si on doit prendre la route. Et on se sent en bonne compagnie, on se sent heureux, on se sent libre. Et je ne pense pas, en dehors d'une allergie grave, que l'on va se sentir mal après avoir déjeuné chez Trois Gros. Et donc, le bonheur peut venir de notre alimentation et de notre ventre. Ce n'est pas notre cerveau qui doit nous apporter le bonheur.